Allô, allô. Excusez-moi, nous attendons une classe de lycée, je crois, qui doit arriver. Ils viennent d'arriver, donc je me permets de prendre quelques minutes supplémentaires avant de démarrer notre talk, exceptionnellement, pour pouvoir accueillir ces élèves.
Ah voilà, la classe que nous attendions. Prenez place. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. En attendant que les élèves s'installent, je vous souhaite la bienvenue à ce Midi Minatech by Giant, avec un petit mot d'introduction un peu spécial, puisque avant de présenter nos intervenants et leurs sujets, donc je voulais vous rappeler que effectivement c'est actuellement la fête de la science et qu'à cette occasion le campus d'innovation Giant organise le Parvis des sciences ici à la maison Minatech. Donc toute la semaine nous avons accueilli plusieurs classes de l'Académie de Grenoble et leurs élèves, donc élèves de primaire et de lycée. Pratiquement 1200 élèves cette semaine seront passés sur les stands. Et demain, samedi 14 octobre, c'est la journée grand public, donc ouverte à tous et à toutes. Donc, évidemment, je vous souhaite de pouvoir éventuellement venir découvrir les 35 stands exposants, faire des manifs et discuter avec les chercheurs du campus Giant. Il y aura, ça c'est non négligeable, un food truck avec snacking sucré et salé toute la journée. Donc tout ça pour vous permettre de passer une très bonne journée. Le parvis sera ouvert demain, samedi, de 10h à 18h. Voilà pour la petite intro. Et aujourd'hui, alors nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Roussin-Bouchard, directeur innovation du groupe Rossignol, et Gaël Parent, qui est chef de projet innovation au WasteSpot au CEA Grenoble. Ils vont nous présenter leur conférence Sport et Sciences. C'est la thématique de la Fête de la Science cette année, donc en lien avec le Parvis des Sciences, sur le Smart Ski Experience. Une innovation pour connaître vos skis sur le bout des spatules. Alors, ils vont vous expliquer le principe de cette technologie de pointe, mais pourtant minimaliste, puisqu'apparemment c'est sans pile et ni batterie. Ils en présenteront aussi les multiples intérêts, que ce soit pour le grand public, les compétiteurs, les champions ou encore les loueurs de ski. Très bonne conférence à tous et merci encore d'être là. Merci. Merci. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en visio aussi. Je crois qu'il y a 3 classes de lycée qui nous écoutent, donc bonjour à vous. Nous sommes heureux avec Xavier de pouvoir vous présenter Smart Ski Experience, qui est un concept qui a été développé par Rossignol avec l'aide du CEA et avec l'Umiplan. Donc on va vous expliquer ce que veut dire Smart Ski Experience et à quoi ça peut servir. Et plutôt que des mots, on va commencer directement par un film qui va vous faire rentrer dans la matière de Smart Ski Experience. Alors, vous en savez mieux maintenant, un petit peu mieux sur Smart Ski Experience. On va rentrer dans le détail de ce qu'il y a dedans. Mais avec Xavier, on aimerait vous amener aussi sur 2 points dans cette conférence. Le premier, c'est comment un projet technologique il a évolué au fur et à mesure des retours terrain, des retours d'usage. Donc, on va parler de ce premier point.
Et le deuxième point aussi, comment Smart Ski Experience pourrait servir l'économie circulaire du ski. OK ? Alors, un petit retour en arrière, du coup, pour comprendre la genèse de ce projet-là, de ce concept. Ça a commencé en 2015. Il y a eu un Midi Minatech, le 8 décembre, qui a présenté le premier lien, le contrat entre Rossignol et CEA pour travailler sur des futurs skis. Et déjà, on peut voir à cette époque-là, on parlait de capteurs connectés. Il n'y avait pas plus d'informations que ça, mais voilà, les capteurs connectés. Donc derrière, comment ça s'est traduit ? 2015, 2016, 2017, c'est le plein boom des objets connectés, de l'IoT, les objets communicants et de la donnée. Donc tout simplement, Rossignol s'est dit, moi j'aimerais apprendre qui et comment les usagers utilisent mes skis. C'était la demande principale de Rossignol au départ. Parce qu'en fait, ils connaissent très peu leurs usagers. Les skis sont vendus à des magasins, qui eux vendent des skis à des particuliers, ou alors sont vendus à des magasins de location, qui louent les skis. Mais donc Rossignol n'est pas en lien directement avec l'usager final qui skie sur leur ski. Donc comment on peut faire ça ? Dans l'ère de la donnée, comment on pourrait rajouter un capteur qui pourrait nous donner cette information-là ? Donc ça a été le travail du CEA derrière, où un laboratoire du CEA a bardé de capteurs aussi bien des skis que des chaussures pour essayer de détecter où est-ce qu'on pouvait avoir de l'information, où est-ce qu'elle avait l'intérêt de ressortir. Donc vous voyez ici là, des skis avec plein de capteurs dessus, il y a eu des chaussures aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un niveau concept, un TRL pour ceux qui connaissent, assez bas, où on recherche qu'est-ce qu'on peut faire. Mais derrière, les objets connectés, ça amène aussi d'autres problématiques, d'autres questions. Et il y en a deux souvent qui sont relevées, donc c'était cette période-là aussi. C'est quoi le réel besoin d'un objet connecté ? On a tous entendu parler de la brosse à dents connectée, du frigo connecté. Est-ce qu'il y a un réel besoin ? Donc on s'est posé cette même question-là. Est-ce qu'un ski connecté, il y a un besoin, quoi ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Et le deuxième, c'est aussi que tout objet connecté a besoin d'énergie. Et si on a besoin d'énergie, on a besoin de piles ou de batteries. Et si on a besoin de piles ou de batteries, il faut les recharger. Et sur des skis, on ne pense pas que les usagers, tous les soirs, ils allaient monter leur ski dans leur logement, aller brancher et les recharger. Donc, c'est posé un problème. Donc, la demande de Rossignol, premièrement, sur la première problématique du besoin, c'est quoi le besoin ? Donc, au niveau du CEA, donc l'équipe innovation dont je fais partie du bâtiment Wispot, on a allé tester les usages. Donc, on a vu tout le monde de l'environnement du ski, de la montagne. Donc, on est allé voir les moniteurs de ski, par exemple, qui, eux, nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté ludique, que les gamins, ils apprennent à skier parce qu'ils sont intéressés par le jeu. On a été voir les coureurs qui nous ont dit, moi, si je peux apprendre l'appui que j'ai sur le pied gauche, pied droit, devant, derrière, là, il y a un intérêt pour moi. Les loueurs, on a été voir les loueurs, les magasins de location, ils nous ont dit, moi, si je peux savoir comment mon ski, quand est-ce qu'il est skié, combien de temps, avec quelle puissance, je peux lui amener une rotation et m'assurer que tous les skis sortent à peu près d'une même période, un même temps. On a même été voir les stations qui nous disaient, moi, savoir quelle est la qualité de mes skieurs, quel est leur niveau sur telle piste, tel jour, ça m'intéresse, je peux les conseiller, je peux leur dire plutôt d'aller là, en fonction de la météo ou de la neige. Donc on a vu tout ce monde-là, et on en a sorti des enseignements. Donc ça, c'est sur le côté usage, et le CEA, on les a accompagnés là-dessus, avec leur aide, bien sûr. Sur la partie technique, alors le but, c'était d'avoir un ski autonome en énergie, et simple d'usage, c'est-à-dire pas besoin de le recharger. Et là, ça s'est orienté vers la technologie piézoélectrique, parce qu'elle a l'avantage de pouvoir capter, quand on plie le ski, quand on est dans un virage, ça donne une information d'intensité d'appui dans le ski, mais en même temps, ça génère un tout petit peu d'électricité, d'énergie. Mais c'est très léger. Donc derrière, ça veut dire, il faut très peu consommer l'énergie pour pouvoir transformer cette information, la traiter et l'envoyer au téléphone. Donc là, il y a eu un gros travail, un gros challenge technologique avec de l'innovation dans ce concept-là pour pouvoir traiter l'information et la transformer. Et donc là, on est plus dans un TRL 6.7, c'est un niveau prototype. Donc là, on voit le produit, puis on va vous en parler un petit peu plus après. Et finalement, ça amène à faire une technologie, ce qu'on appelle la moins technologiste. Alors dans notre jargon, c'est la right tech. La right tech, ça veut dire, je mets le moins de technologie possible, mais pourtant, je veux quand même rendre le service. Donc, pour avoir un maximum d'informations, mais en mettre moins possible sur le ski, on a utilisé quelque chose que vous avez tous sur vous, même quand vous skiez, en tout cas la plupart, c'est un téléphone. Un téléphone, il y a plein d'intelligence dedans, il y a plein de possibilités de calcul, et il y a plein de capteurs. L'accéléromètre, le gyroscope, tout ça. Donc, on a mis sur les skis
que ce qui manquait au téléphone pour pouvoir avoir la vraie information de qualité du skieur. Et finalement, ça ramène à un autre enjeu qui remontait à cette période-là, qui est la réduction d'impact environnemental. Et une technologie minimaliste, la Ride-Tech, elle impacte le moins possible l'impact carbone, par exemple, du ski. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que si maintenant un projet comme ça rentrait chez nous au niveau du Wispot, la première porte d'entrée qu'on prendrait, ce serait l'impact environnemental. Mais à l'époque, ce n'était pas encore vraiment le cas. Mais ça y remplit grâce à cette technologie minimaliste. Alors une fois qu'on a fait ces prototypes, que nous on a testé l'algorithmie sur les pistes, on est allé faire maintenant tester les vrais usagers en conditions réelles. Et donc là on a eu la chance, donc c'était en 2023, début 2023, de pouvoir participer et faire tester ces skis au championnat du monde de Courchevel-Méribel cette année-là. Donc on avait un stand juste en bas des pistes de Courchevel, on avait une centaine de paires équipées donc du capteur, avec une application développée par Lumiplan, qui faisait un petit gaming, un petit challenge entre les différents skieurs, et un challenge par niveau. Donc là, vous voyez par exemple une famille qui est venue tester ce ski-là, et qui nous donnait après leur retour d'intérêt. Donc on a eu des particuliers qui sont venus, on a eu des coureurs, des gens qui pratiquent le ski sportif, on a eu des professionnels, donc des moniteurs, ou des gens de la station. Voilà, il y a eu plus de 200 personnes qui ont testé ces skis-là, et le retour a été très positif, suivant les différents domaines, différents, mais en tout cas très positifs par rapport à ça. Donc là, on est dans un TRL 8, c'est-à-dire on est en pré-production. C'est presque une pré-série qu'on a fait. Voilà. Donc maintenant, après, il faut passer à l'étape de la production, et là, on tape dans les TRL 9. Voilà un peu pour la petite histoire, comment le projet s'est transformé par rapport au retour. Et maintenant, comment Smart Ski Experience fonctionne, parce que là, on va rentrer dedans, et pourquoi faire. Et là, je vais laisser la parole à Xavier, pour qu'il vous présente ce concept. Merci Gaël. Donc oui, Smart Ski Experience et le petit capteur qu'on a développé, comme disait Gaël, c'est une technologie qui est vraiment très simple. Et on a minimisé la technologie embarquée sur le ski et on utilise les données qui viennent du téléphone. Donc sur le capteur, on va aller mesurer la puissance électrique générée lors du virage, donc avec les appuis qu'on prend sur le ski, et on mesure également le temps d'utilisation. Et on fait derrière ce qu'on appelle de la fusion de données, c'est-à-dire qu'on fusionne les données qui viennent du capteur et les données qui viennent du téléphone pour donner de l'information. Donc, avant ça, on peut dire quand même que dans le capteur, il y a des petits boutons piézoélectriques. Et la matière piézoélectrique a cette particularité de générer de l'électricité lorsqu'on la déforme ou inversement, lorsqu'on lui applique un courant, de se déformer. Mais nous, on l'utilise dans le sens, on déforme la matière et elle génère du courant. Et ensuite, on a une carte électronique qui vient capter l'énergie, la mesurer et la stocker. Et une fois qu'on en a suffisamment, on envoie la donnée en Bluetooth au téléphone. Et à partir des données capteurs et des données téléphone, on fait la fusion de données. On a travaillé avec ce qu'on appelle du machine learning. Donc on a fait skier des skieurs. En bas, on avait un jury de professionnels, et puis on jugeait le niveau du skieur. Et chaque fois qu'on avait un lot de données, on disait ça c'est un skieur de classe 1, donc plutôt débutant, ça c'est un skieur de classe 2, intermédiaire, jusqu'à expert. Et ce machine learning nous a permis comme ça d'avoir maintenant une classification, une évaluation du niveau du skieur, avec un taux de réussite à 95% du système. Et derrière, en 5 virages, on sait évaluer le niveau du skieur. On a aussi développé ce qu'on a appelé un score, qui mêle à la fois la puissance avec laquelle, donc la force avec laquelle on va appuyer sur les skis, la vitesse moyenne du skieur et le rythme et la fréquence des virages. Et donc ce score, il reflète finalement la maîtrise technique de la pratique du ski.
Il existe déjà des systèmes de tracking d'activités sportives, Strava pour ne pas le nommer par exemple, mais c'est plutôt des systèmes qui vont aller promouvoir la vitesse et donc qui peuvent potentiellement être accidentogènes. Nous, on peut avoir des scores importants en skiant et en appuyant très fort sur les skis, mais sans aller très vite. En appuyant très fort sur les skis, en ayant une fréquence de virage élevée, on aura un score qui sera bien meilleur que si on va tout droit et qu'on ne fait pas de virage. Troisième intérêt qu'on a sur le capteur là, c'est finalement un système, comme on mesure le temps de pratique et le temps vraiment passé sur la piste, la technologie devient un peu le compteur qu'on peut avoir sur les voitures. Et là, on a un troisième intérêt qui arrive, qui est lorsqu'on veut suivre la vie d'un produit. Et chez Rossignol, on veut aller vers tout ce qui est vente de skis d'occasion seconde main. Quand vous achetez une voiture d'occasion, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez le kilométrage. Et bien là, avec le capteur, vous pourrez savoir combien de temps votre ski a skié et quelle est la valeur résiduelle finalement, une valeur résiduelle beaucoup plus précise que ce qu'on peut l'avoir actuellement. Donc on a, ça c'était pour la partie technique du hard. On a travaillé aussi avec Lumiplan, qui est une entreprise basée sur Albertville et qui est spécialisée à la fois dans l'affichage dynamique sur les pistes de ski et le développement des applications pour les stations de sport d'hiver. Et donc ils ont pris les données et ils ont développé une application qui s'appelle Mountain Live, que vous pouvez télécharger, qui fait du tracking d'activités et de ski. Et ils ont développé un petit module là qu'on voit à gauche qui s'appelle My Rossignol. Et donc lorsque vous démarrez, et lorsque c'est la première fois que vous utilisez, vous venez avec le téléphone appairer la paire de ski avec votre téléphone et ensuite vous démarrez votre session, votre journée de ski en appuyant sur le bouton Start et en mettant le téléphone dans la poche. Et là, les données vont remonter, la fusion va se faire, donc vous pouvez suivre tout votre parcours dans la station sur toute la journée. Vous avez votre score qui va vous donner finalement votre maîtrise technique et vos performances moyennes. Et puis aussi, descente par descente, vous allez pouvoir analyser les scores que vous avez faits et comment vous avez évolué. C'est un système qui modifie vraiment la façon de pratiquer le ski parce que, et nous on l'a vu lors des démos qu'on a pu faire à Courchevel, alors c'est amusant parce que vous pouvez vous challenger avec vos amis et dans l'équipe, chaque fois qu'on fait des essais, on finit toujours par un petit challenge là, entre collègues pour savoir qui est-ce qui va payer l'apéro en fin de sortie. Mais c'est aussi un système qui va vous pousser à vous questionner sur votre façon de skier et la façon dont vous pouvez vous améliorer. Et ça, c'est vraiment une façon différente de skier. Et si après on regarde un petit peu les applications qu'on peut voir, donc Gaël en a déjà cité un grand nombre, mais ce qui est remarquable dans ce qui a été développé dans ce partenariat, c'est que finalement, on s'aperçoit que tout l'écosystème lié au ski peut être intéressé. Gaël a cité les loueurs, les moniteurs, nous, forcément, comme marque, on est intéressés, les clients finaux, les stations. Et donc, c'est un objet vraiment technologiquement qui est très évolué, mais qui va s'adresser à l'ensemble de l'environnement ski. Et donc, pour tout ce qui est apprentissage, on voit des applications, soit avec les moniteurs pour aller donner de la donnée objective et après promulguer des conseils pour mieux skier. Les coureurs, forcément, côté performance, ils vont être intéressés. Le challenge, on en a parlé entre amis, c'est vraiment une façon très ludique de skier lorsqu'on a la techno. Et puis après, on a aussi des parties sur la gestion de son matériel. Donc là, ça touche un petit peu plus au modèle économique chez nous, où là, on va aller plus vers l'économie de la fonctionnalité, par exemple.
On envisage, nous, d'aller travailler avec les stations de moyenne montagne qui souffrent quand même en ce moment. Et on veut aller mettre à disposition des parcs de ski, donc non plus vendre les parcs de ski. Et les loueurs des stations de moyenne montagne, si c'est un investissement pour eux et si derrière il n'y a pas de neige sur la saison, ils vont être embêtés. Donc nous, on leur propose d'aller mettre à disposition le parc de ski. Et comme on enregistre le temps de ski, de ne facturer que le temps skié. Si le ski ne skie pas, la valeur résiduelle, elle ne bouge pas. Et donc, on fera du partage de revenus comme ça. Prolonger la durée de vie avec un carnet d'entretien finalement électronique. Et chaque fois que le ski a skié 10 heures, on va aller proposer une maintenance sur les skis pour qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est des choses qu'on a envie de mettre en place également. Et puis, sur la dernière partie, c'est être conseillé, puisque, comme je vous le disais, en 5 virages, on connaît le niveau du skieur, donc on peut imaginer proposer un essai sur une descente ou plusieurs descentes, pour que derrière, le client revienne en location ou dans son magasin de vente et qu'il soit mieux conseillé sur finalement le matériel qu'il lui faut, voire même, s'il est en location, d'aller lui proposer de changer de matériel si son niveau s'est amélioré. Côté station, on peut, une fois qu'on a le niveau, proposer un parcours à travers la station adapté au niveau du skieur pour qu'il se fasse plaisir sans jamais se faire peur. Et le dernier conseil finalement qu'on voudrait amener, c'est tout ce qui est prévention de la fatigue, où là on imagine par exemple, comme on a le score qui reflète assez bien la maîtrise technique, si jamais le score baisse sur les 3 dernières descentes, ça veut dire quand même que la fatigue est en train d'advenir, et à ce moment-là mettre un message au skieur pour qu'il aille boire un chocolat. Voilà. Gaël ? Et je prends la suite. Alors du coup, vous avez vu les 2 choses essentielles, donc c'est ce compteur kilométrique qui va nous apporter des choses dans l'économie circulaire, et aussi l'intérêt de connaître le niveau du skieur qui nous apporte beaucoup dans les usages qu'a présenté Xavier maintenant pour les différentes personnes. Donc on vous a parlé aussi de comment Smart Ski Experience pouvait favoriser l'économie circulaire. Alors pour ça, on va d'abord commencer, c'est quoi l'économie circulaire du ski actuellement? Donc là, c'est sur des chiffres qui sont en 2020. Ça s'appelle la roue de la circularité, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais ça représente en gros des matières premières jusqu'à l'usage, aux déchets du produit. Et au milieu, c'est toutes les actions qu'on peut rajouter pour pouvoir prolonger cette durée de vie et donc moins utiliser de matière et favoriser l'utilisation prolongée du produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, actuellement, c'est 3000 tonnes de matière par an qui sont utilisées pour les skis. Et sur ces 3000 tonnes, il y a 1500 tonnes qui sont jetées, on va dire, ou récupérées, mais pas recyclées, on va le voir. Si on part au niveau de l'utilisation d'abord. Au niveau de l'utilisation, actuellement, c'est bien, parce qu'il y a quand même 60% du marché des skis qui sont dans les magasins de location. Donc là, c'est des skis qui tournent entre les personnes. Donc là, déjà, au niveau de l'usage, on est bien. Au niveau de la réparation, on est pas mal, parce que les skis, on refarte en dessous, on répare les semelles, donc il y a quand même une certaine réparation pour qu'ils durent un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que des moments, ils sont jetés ou abandonnés alors qu'ils pourraient être encore réparés. Le réemploi, là, on est mauvais. Alors le réemploi, c'est on le revend, seconde main, tout ça. Alors certes, pour les enfants, il y a un peu le Bon Coin, il y a les bourses au ski, il y a aussi un peu d'exportation dans les pays de l'Est ou d'autres pays, mais ça reste quand même assez léger, pas suffisant. Au niveau de la remise à neuf, donc un ski qui s'est vraiment abîmé, qu'on ne peut plus utiliser, le remettre à neuf, il n'y a rien. Donc là, c'est problématique. Et au niveau du recyclage, c'est très léger. Actuellement, on récupère surtout l'acier d'écart, 5%. Donc ce n'est pas suffisant. Alors ça veut dire quoi? En 2020, en 2030, qu'est-ce que ce serait? Pour vous illustrer ça, je vais vous prendre un exemple qui est Michelin, qui nous a beaucoup inspiré dans ce projet-là, parce qu'il est très similaire à ce compteur kilométrique. Alors j'avance un peu vite. Donc c'est Effie Tires, c'est un concept et un service qui rentre depuis plusieurs années, où Michelin, ils ont intégré donc c'est un pneu communicant avec un capteur autonome dans le pneu, donc comme Smart Ski Experience.
Il fournit une information de pression, de température et de kilométrage. Et Michelin reste propriétaire et ils ne vendent plus des skis, ils louent des kilomètres parcourus. Alors, qu'est-ce qui est clé là-dedans? Ce qui est clé, c'est qu'en étant propriétaire des pneus, ils vont se permettre de faire une construction plus résistante et plus durable. Et quand je dis permettre, c'est juste pas que quand ils vendent des pneus, ils les font moins résistants, c'est juste que le prix du pneu est tellement élevé qu'ils ne peuvent pas les vendre à des particuliers ou des flottes. Par contre, s'ils restent propriétaires, ils peuvent se permettre de le rendre plus durable. Et en même temps, de plus mettre d'argent dans la R&D pour le rechapage, la réparation. Et ça, c'est clé pour l'économie circulaire. Et donc tout cela amène dans l'économie circulaire de Michelin à économiser plus de 50% de matière et d'énergie, ce qui est quand même assez considérable. Ils réutilisent en partie donc la matière première, même quand les pneus sont complètement morts, pour en recréer des nouveaux. Ils ont du rechapage, donc on remet de la matière, mais du recreusage qui permet de remettre des pneus à neuf ou quasi à neuf. Ils ont donc la rotation, comme Rossignol veut faire au niveau de location, donc là c'est au niveau des flottes de véhicules. Et un exemple, par exemple, un utilisateur, il a besoin de changer que 20 fois de pneus dans la vie du camion, par rapport à 68 normalement. Et tout ça parce qu'on le conseille mieux, parce qu'on le suit mieux, on va l'entretenir mieux et on va le diagnostiquer mieux, grâce au capteur qui est intégré dedans et grâce à la propriété que reste chez Michelin. Donc, vous voyez, c'est très intéressant pour l'économie de la circularité. Mais finalement, il faut que l'usager ait un intérêt aussi, parce que si ça sert qu'à Michelin, je ne vois pas l'intérêt. Et bien en fait, le client, et ça c'est des chiffres qui sont ressortis, qui sont réels, qui sont donnés par Michelin avec des études, il y a eu moins 11% d'économie de carburant parce que les pneus sont mieux entretenus, mieux gonflés. Ils ont baissé leur facture de pneus, ils ont baissé leur impact carbone, ça c'est sûr. Donc là, c'est l'image de marque qui en gagne. Ils ont externalisé la gestion des pneus, donc c'est des coûts moindres pour eux de fonctionnement. Et aussi, ils ont eu moins de crevaisons sur la route, parce que les pneus sont mieux entretenus. Et moins de crevaisons, ça veut dire moins de dépannage sur route, mais ça veut dire aussi un meilleur service rendu. Donc l'usager, même final derrière, lui aussi, il y gagne. Donc vous voyez, par cet exemple Michelin, on a fait la transposition, nous, qu'est-ce que ça serait, Smart Ski Experience, dans le domaine du ski. Alors, c'est ce qu'on a appelé le ski responsable. Eh bien, c'est la même clé, c'est la conception plus durable et qui favorise la réparation et le recyclage. Et ça, Rossignol a les clés, a les mains là-dessus pour pouvoir agir là-dessus. Alors, si on repart de l'usage, ça ne va pas changer grand-chose. Il va quand même y avoir cette location. Donc, les skis vont être tournants, donc ce qui est très bien. Il pourrait y avoir un service d'échange de skis par Rossignol, qui est une nouveauté, par exemple, entre particuliers. Mais aussi, au niveau de l'usage, comme le disait Xavier, ça apprend à appuyer dans les virages et donc de faire un virage propre. Et donc, on est plus sécurisé quand on maîtrise son virage que quand on va tout droit très vite. Donc, ça amène un ski plus responsable. Mais là, on n'est que dans l'usage. Au niveau de la réparation, ça va vite. Au niveau de la réparation, elle sera optimisée, cette maintenance, parce qu'on a le compteur kilométrique, donc on sait quand est-ce qu'il faut le réparer, et puis la structure pourra être aussi un peu plus facilement réparable. Au niveau du réemploi, c'est là où on s'améliore beaucoup avec cette rotation, comme l'a expliqué, du parc par Rossignol. Au niveau de la remise à neuf, c'est pareil, on s'améliore parce que là, on va pouvoir proposer, Rossignol va pouvoir proposer une remise à neuf d'un ski, alors qu'actuellement, ils sont obligatoirement jetés, et surtout au bon moment, alors qu'il peut être encore servir. Et donc, au niveau du recyclage, c'est la même. C'est-à-dire que le ski ne va aller en recyclage que quand il sera vraiment usé au niveau interne. C'est-à-dire qu'on pourra dire, l'âme du ski, elle est plus bonne, il va falloir, là maintenant, on ne peut plus le réparer. Et donc là, on va pouvoir l'envoyer en recyclage. Et s'il est optimisé au niveau recyclage, on aura une réutilisation de la matière. Donc vous voyez, on gagne à différents postes. Alors ce ne sera pas tout de suite, ça va être au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, ça va apporter dans ce sens-là, et c'est le but et l'objectif de Rossignol. Et si on a encore 2 minutes, on peut parler du ski recyclable. Donc là, je vais laisser. On fait un petit focus. Voilà. Donc là, on vous a présenté Smart Ski Experience. Et donc, comment Rossignol travaille sur ce ski recyclable par rapport à ça. Merci Gaël. Juste quelques informations. On sort un petit peu du domaine Smart Ski Experience, mais c'est vrai que
le côté impact environnemental et comment on recycle nos skis, nous, c'est important. Alors on a deux voies, si on prend le côté recyclabilité, on a des skis classiques qu'on vient broyer et sur lesquels on vient récupérer les métaux, aluminium, acier. Et puis ensuite on a ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le mix, dans lequel on va trouver des fibres de verre, on va trouver du bois, on va trouver du plastique de la semelle, du plastique du dessus. On a une deuxième typologie de ski qu'on appelle High Potential Recyclability. Donc ça, c'est un ski qu'on a développé dans lequel il est mécanisé uniquement par du bois et de l'aluminium. Et là-dessus, on va récupérer beaucoup de bois. Et ce qu'on va chercher à faire avec ces matériaux récupérés, que ce soit le mix ou que ce soit le bois, c'est à les réintroduire dans des matrices thermoplastiques pour refaire de nouveau des matériaux, pour refaire de nouveau des pièces. Voilà. Et donc, c'est l'échantillon que vous avez à droite, là, c'est un petit échantillon de matière, des premiers échantillons qui ont été faits et qu'on a fait caractériser par le labo matériaux à Polytech, Grenoble. Et donc, voilà, les matériaux comme ça pourraient servir de matériaux de protection, de matériaux pour faire des pièces de protection pour nos vélos, par exemple. Et donc, ça favorise la réutilisation des matières et le recyclage des matières. Voilà. Et ça, c'est les types d'essais qu'on a pu faire en mixant à la fois du bois, du mix plastique, l'intérieur des chaussures de ski. On a essayé aussi de les broyer et de les réintroduire dans des matériaux plastiques. Donc ça, c'est tous des essais R&D qu'on fait dans le service innovation et matériaux. Voilà. Eh ben, on n'a plus qu'à vous remercier et puis surtout vous souhaiter une bonne saison de ski cet hiver qui commence pas très bien, mais on l'espère avec beaucoup de neige cette année. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, on est à votre disposition pour les questions, si vous en avez. Vous pouvez lever le bras, comme ça on vous apporte un micro. Alors, qui démarre? Oui, Suzette, ouais. Au milieu, là-bas. Oui, plutôt par là. Merci. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me posais la question vis-à-vis des types de skis sur lesquels vous mettez vos capteurs. Là, c'est principalement de la piste, mais est-ce que ça marcherait aussi sur des skis un peu plus flex, ou est-ce qu'il y aurait des profils à avoir, des capteurs réglés pour des skis plus larges, plus flex Alors, les skis aujourd'hui sur lesquels ça fonctionne le mieux, c'est effectivement les skis pistes, parce qu'il nous faut suffisamment de déformation pour générer de l'électricité et envoyer des données. Ça fonctionne sur les skis un peu plus larges, type freeride. Par contre, on a un taux d'erreur qui est plus élevé lorsqu'on est en poudreuse et où on ne vient pas cintrer suffisamment le ski pour envoyer suffisamment d'infos. Mais c'est des choses qui vont se travailler. Et est-ce que vous avez une détection de choc aussi? Je pense à des chocs frontaux. Alors, pas via le capteur. Le capteur, lui, il mesure de la déformation. Donc là, pour faire ce que vous dites, il faudrait plutôt une centrale inertielle avec des accéléromètres. Donc ça, c'est plus la fonction du téléphone. Mais aujourd'hui, on n'est pas allé là-dessus. Non. Ok, merci. Si je peux rebondir là-dessus, elle est intéressante cette question aussi, parce qu'on a eu plein de demandes pour avoir, par exemple, d'intégrer un capteur GPS dedans pour pouvoir retrouver quand on a perdu ses skis. Enfin, on en a eu plein des demandes. Mais on reste bien sur une technologie minimaliste. Et donc, si on commence à mettre plein de capteurs, on met une batterie et donc on rentre dans un système qui est beaucoup plus onéreux et qui amène beaucoup plus d'impact. Donc voilà, on s'est recentré vraiment sur qu'est-ce qu'on voulait comme valeur. Et donc, du coup, certaines applications, on ne peut pas les combler à cause de ça. Oui. Et ils ont arrêté. Une question ? Quelqu'un vient de parler de chocs frontaux, je ne vais pas parler de chocs frontaux, mais
il y a une rubrique dans ce que vous avez affiché qui est finalement concerne l'accidentologie. Or, il arrive que des personnes qui se croient compétents arrivent à filer extrêmement vite, donc pas les virages, et vont sur des pistes du style piste bleue, piste verte, créant avec vraiment des débutants. Et c'est une source d'accidents avérés, voire même, toujours les gens qui se croient très très forts, font du hors-piste alors que les conditions météo sont toutes en alerte rouge comme vos skis là. Et est-ce que, bon, vous ne pouvez pas jouer les gendarmes, enfin, si je puis dire, mais est-ce que les skis, justement par le décalage entre la compétence, la vitesse, les machins, et le niveau de la piste, on va dire, ou le niveau de glisse, quoi, pourrait être, envoyer une alerte à l'usager à défaut de l'envoyer ailleurs. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, oui, elle est compliquée la question, mais on peut pas tout demander aux capteurs et à la technologie. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller mesurer le niveau du skieur, donc effectivement lui conseiller le matériel adapté et les pistes qui lui conviennent. Ensuite, les stations sont intéressées pour justement avoir le nombre ou le taux de skieurs par catégorie sur telle ou telle piste pour améliorer la sécurité et l'affichage sur les pistes. Après, je ne pense pas, le côté flicage, on n'ira pas là-dessus. Non. Ça, c'est des choses... Par contre, la technologie permet de faire ça et d'avertir l'utilisateur le soir, par exemple, en disant « Bon, bah là, sur cette piste-là, vous avez été trop vite par rapport au nombre de personnes qu'il y a dedans. » C'est possible. Après, comment ce sera perçu par l'usager, je ne sais pas. Mais en tout cas, la technologie peut le faire, puisqu'on sait à quelle vitesse, on sait son niveau et sur quelle piste il était, bien sûr. Oui, j'ai une question concernant donc, les capteurs. Déjà, est-ce qu'il y a un seul capteur ou est-ce qu'il y a plusieurs capteurs? Après, la deuxième question, c'est est-ce que le compteur kilométrique il marche si je n'ai pas mon smartphone et si je ne lance pas l'application? Et la troisième, c'est le surcoût. Quel est le surcoût? Ok. Alors, le capteur, en fait, ça va dépendre de l'application. Les applications dont Gaël et moi avons parlé. C'est vrai que pour la détection de niveau et le côté location, par exemple, un seul capteur suffit. On a suffisamment d'informations, que ce soit ski intérieur ou ski extérieur, pour enregistrer le temps et la différence de puissance. Par contre, c'est sûr que pour une application un petit peu plus compétition ou enseignement pour voir la balance droite-gauche, là, on aura potentiellement 2 capteurs. Ça, c'était la première question. Ensuite, il y avait le côté... alors, le côté surcoût, c'est tout l'intérêt aussi de ce que Gaël a appelé Right Technology, c'est-à-dire on ne voulait pas de batterie pour ne pas avoir de problème technique, mais on voulait aussi le moins de composants possible pour avoir un capteur qui soit le plus abordable possible. Il y a des technologies déjà qui existent sur le marché, je l'ai cité, avec des centrales inertielles qu'on peut monter sur le ski, mais c'est des technos qui valent entre 300 et 400 euros le système. Donc c'est relativement cher. Là, on sera même si on ne peut pas encore dire aujourd'hui, on a une analyse encore à faire sur le prix et même le modèle de commercialisation qu'on va faire, mais c'est des prix qui seront beaucoup plus abordables que ça. Ouais. C'est-à-dire à peu près? Alors, on n'a pas de prix encore fixé, comme on le disait. Est-ce qu'on fera un abonnement? Est-ce qu'on fera de la location? Est-ce qu'on vendra le produit seul? Aujourd'hui, j'ai pas de valeur à donner. Aussi parce qu'on est encore en phase d'innovation. Il faut bien imaginer qu'on n'a pas encore dit qu'on allait commercialiser ou quand est-ce qu'on allait commercialiser la techno. C'est encore l'équipe innovation qui gère ce produit. Aujourd'hui, on est plus allé encore sur de la fonctionnalité et sur de la preuve de concept que sur de la série.
Et le compteur kilométrique, est-ce qu'il fonctionne donc Et le compteur kilométrique, j'ai pas de oui, il téléphone. fonctionne effectivement si on n'a pas de smartphone sur nous. De toute façon, l'électricité est générée et derrière, le compteur temps est incrémenté, ouais, avec ou sans smartphone. Donc, ce qu'on peut dire, c'est même un compteur qui est inviolable en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je sors le ski va skier alors que ça ne va pas compter. Donc pour les magasins de location, c'est très intéressant aussi. J'avais une question. Où sont les données? À qui est-ce qu'elles appartiennent? Et c'est quoi votre idée ensuite? Vous dites que ça intéresse les moniteurs et les stations, c'est d'agréger les données, de leur revendre les études agrégées ou... Alors ça dépend. Ah non, Alors les données, elles sont chez Rossignol. C'est des données qui sont générées par Rossignol, enfin par les systèmes développés par Rossignol. Donc elles seront à Rossignol. Elles appartiendront à Rossignol. Après, il y a tout le système RGPD qui est mis en place avec le consentement de l'utilisateur. Et après, derrière, l'anonymisation aussi des données si elles sont revendues. Ouais. Une dernière question, peut-être? Oui. Bonjour. Je voudrais savoir si les skis étaient équipés d'une technologie pour reconnaître les avalanches ou les accidents. Alors ça, c'est pareil, c'est beaucoup de demandes qu'on a eues pour aller sur ces types de fonctions-là, mais aujourd'hui, non, on n'est pas capable de le faire. Non. Par Et contre, est-ce qu'il y a un GPS sur les skis? non, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le but est minimaliste. Le GPS, il est sur votre téléphone. Donc, si vous avez un téléphone, vous avez un GPS, donc on relie ça directement. Donc non, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'accéléromètre, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas toutes ces choses-là. Par contre, sur la première question sur la détection d'avalanche sous avalanche, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de R&D qui sont faits dans ce domaine-là, et le CEA travaille sur ça pour vous retrouver grâce au téléphone, ne serait-ce que d'avoir le téléphone, et donc capter l'information du téléphone, d'émission du téléphone, parce qu'on sait que maintenant, 95% des skieurs ont leur téléphone sur eux. Voilà. Donc, s'il y a des systèmes qui existent comme ça dans le téléphone, pourquoi les mettre sur le ski finalement? Et bien souvent, les skis vont sortir, ils vont être déclenchés, et donc le skieur ne sera pas à côté des skis non plus. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais la question est intéressante. Il y a une question d'une élève du lycée Champollion qui demande s'il y a une maintenance pour les systèmes électroniques. Non, il n'y a pas de maintenance sur le système électronique. Le système électronique, il est monté à vie sur le ski sans maintenance. Et vous laissez vos skis en fin de saison, vous les reprenez, vous redémarrez le téléphone, le système fonctionne de la même manière. La technologie piezo est très fiable en fait, et du coup, au niveau de ça, c'est intéressant. Très bien. Bon, c'est la fête. On s'accorde une dernière question? Oui. Ah, ça, c'est une très bonne question. Une question sur le collage des skis. Je répète parce qu'il y a des gens en ligne. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Ouais, mais oui, ça a été un gros challenge d'arriver à coller de manière fiable et durable le capteur sur les skis. Le matériau de support des piezoélectriques, c'est du laiton. Et c'est un matériau qui est très, très, très difficile à coller. Donc, effectivement, on a essayé des jeux de colle, on a essayé des préparations de surface différentes. Il y a pas mal de travail côté équipe matériaux chez Rossignol pour arriver à faire que le système tienne dans le temps et à des températures négatives sur des longues durées. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre ce système-là sur des skis existants en ayant bien en tête évidemment qu'on n'aura pas de kilométrage, mais Ça, c'est une très bonne question aussi sur la stratégie finalement et qu'est-ce qu'on peut faire du capteur. Est-ce que c'est un accessoire ou est-ce qu'il est monté en usine? Et ça rejoint un peu la question du système de collage. C'est qu'aujourd'hui, le process de collage est assez complexe. Donc, on n'a pas encore trouvé de solution pour, par exemple, vendre le compteur et puis le donner comme ça à mettre en œuvre et à coller par le détaillant ou par le client final.
Ça, c'est un vrai challenge technique, mais qui peut être aussi stratégique. Si seul Rossignol est capable de coller sur des skis neufs, à ce moment-là, c'est une techno qui va mettre pas mal de temps à décoller, parce que ça sera du renouvellement de parcs de ski. Par contre, c'est vrai que si on trouve des solutions pour coller facilement le ski chez un détaillant agréé, là, la techno potentiellement pourra décoller beaucoup plus vite. Ouais. Très bien. Une dernière, toute en dernière ligne, question toute dernière. En ligne du lycée Champollion encore. Quel est le poids approximatif de ce capteur? 20 grammes. 20 grammes. Très bien. On finira sur ces dernières paroles. Merci encore. On va applaudir nos présentateurs. N'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des questions. Donc, merci d'avoir suivi ce spécial Midi Minatech. Nous vous donnons rendez-vous le 20 octobre avec une conférence présentée en anglais par Charles Clemens Ruhling, qui est professeur à Grenoble École de Management. Et voilà, donc pour ceux qui ont réservé des sandwichs uniquement, les sandwichs sont disponibles en salle couronne derrière l'amphi. Pour les autres, vous pouvez utiliser les sorties habituelles. Et nous vous remercions et passez une bonne journée. N'oubliez pas de venir au Parvis des Sciences demain de 10h à